Messaoud Djebari, ce nom et ce prénom ne vous disent peut-être rien, pourtant ce ressortissant algérien a bénéficié d'une très grande notoriété à la fin du 19e siècle. Une renommée basée sur d'importantes incertitudes. Personnage d'exception ou affabulateur de génie, un historien s'est lancé sur les traces de cet homme au parcours clair-obscur. Arthur Assiraf, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre intitulé Le Désinformateur sur les traces de Messaoud Djebari, algérien dans un monde colonial aux éditions Fayard. Tout d'abord, dites-nous qui était ce Messaoud Djebari. Messaoud Djebari était un Algérien qui est né dans un milieu très modeste et qui est devenu explorateur en Afrique de l'Ouest notamment, qui est devenu très célèbre à un moment à la fin du 19e siècle et qui ensuite a disparu en laissant très peu de traces. Donc quelqu'un qui était très connu à une époque et puis qui finalement, on s'en souvient très peu aujourd'hui. À quoi était due sa renommée ? On va dire à sa capacité à manipuler des hommes plus puissants que lui et à manipuler le système médiatique. C'était quelqu'un qui a raconté beaucoup d'histoires très intéressantes qui n'étaient sans doute pas vraies. L'histoire la plus célèbre qu'il a racontée, c'est qu'il avait retrouvé des Français perdus dans le Sahara chez les Touaregs. Mais il a aussi raconté beaucoup d'autres histoires, des sociétés secrètes qui n'existaient pas, d'autres hommes qu'il aurait retrouvés comme ça. C'était quelqu'un de très créatif, on va dire. Alors justement, vous venez d'évoquer le fait qu'il ait retrouvé, selon lui, des Français perdus au cours d'une expédition. Pourquoi cette histoire a tant passionné les Français à cette époque ? Alors il faut savoir qu'on est à une époque où certaines régions de l'Afrique sont encore mal connues des Européens. Notamment ce qui est le Niger actuel, on va dire. Et donc, il y a une fascination pour ces espaces désertiques où on ne sait pas, il y a beaucoup de fantasmes, de romans. Et il y a une fascination pour les explorateurs perdus. Donc, quand Djebari dit que lors de sa mission d'exploration, il est allé et qu'il a vu et qu'on pourrait aller les sauver au nom de la France, il y a une sorte de ferveur patriotique qui se met en place à Paris. Et quel sera l'épilogue de cette affaire ? Et ben finalement, Djebari n'arrive pas vraiment à convaincre tout le monde. Il arrive à convaincre certaines personnes, mais finalement, c'est toujours un personnage un peu obscur parce qu'il est quand même né, colonisé, musulman, dans une famille pauvre. C'est quand même difficile de percer à l'époque à Paris avec ce statut. Donc il ne convainc pas tout le monde et il finit par disparaître. On ne sait pas très bien ce qui lui arrive ensuite. Pourquoi se met-il de trouble dans le monde du renseignement et dans la presse française à cette époque, selon vous ? Parce qu'il était capable, il parlait français et arabe. C'était pas courant à cette époque ? C'était très inhabituel et donc il occupait un statut très particulier qui fait qu'il avait accès à certaines informations que d'autres personnes n'avaient pas. Donc par exemple, il a pu être envoyé comme explorateur en Afrique de l'Ouest justement parce qu'il était arabophone et musulman et donc on pensait qu'il pouvait aller dans des régions où les Européens n'avaient pas accès. Et donc, quand on est le seul à avoir accès à des informations, c'est très difficile de vérifier. Donc c'était difficile de vérifier les informations qu'il proposait. Alors toute une partie du livre est consacrée entre guillemets, à la volonté et surtout au dessein de cet homme. Agissait-il pour dénoncer la colonisation ? Non. Je pense que ça, c'est assez clair. C'était quelqu'un qui avait des idées politiques intéressantes, qui étaient républicain, qui voulait plus d'égalité, notamment pour les Algériens musulmans dont il faisait partie, qui étaient soumis à un régime d'inégalité très forte de l'indigénat à l'époque. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a dénoncé la colonisation. Au contraire, dans ses activités d'exploration au Niger, il a eu une posture très impérialiste, c'est-à-dire qu'il a encouragé vraiment la colonisation et l'invasion de ces régions par la France. Aujourd'hui, que reste-t-il du passage de cet homme ? Au Niger, enfin dans l'histoire de ces régions, c'est une sorte de petite note en bas de page avant de ce qui précède l'invasion française. En Algérie, il est complètement oublié. Mais si on regarde le Paris de cette époque, le Paris de la fin du 19e, de l'affaire Dreyfus, on retrouve beaucoup de traces de Messaoud Djebari, qui est quand même probablement un des Algériens les plus célèbres à son époque. Et vous, personnellement, après ces recherches, cette enquête, quelle image, quel regard portez-vous sur le parcours de cet homme ? J'ai un regard très ambigu. C'est quelqu'un de fascinant, qui envoûte. Il y a beaucoup de traces à l'époque. Tous les hommes qui le rencontrent disent « c'est incroyable, il a un charisme fou, on ne devrait pas le croire, mais on finit par le croire ». Et donc moi aussi, il m'a envoûté. J'ai été fasciné par cet homme, mais c'est aussi quelqu'un avec de très fortes contradictions qui est un peu déstabilisant parfois. Le désinformateur, c'est le titre du livre. Diriez-vous que Messaoud Djebari a été, entre guillemets, le premier désinformateur de l'histoire ? Ah, je ne pense pas. La désinformation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Chaque époque, chaque système d'information a des faiblesses et des gens qui peuvent exploiter ces systèmes. Alors, à la fin du 19e, ça marchait d'une certaine manière.
À la nôtre, ça marche d'une manière différente, mais en tout cas, les fake news, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Arthur Assiraf, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de votre ouvrage intitulé Le Désinformateur, un livre à retrouver aux éditions Fayard. Merci à vous.